C'était très drôle, c'était chez Énergie, la radio. Et c'était mon premier stage. En même temps, c'était au service com. On faisait à l'époque, c'était des flyers pour des soirées, des émissions, des posters. C'est un point qui est assez important pour les futurs étudiants, etc. C'est que on fait pas de l'art, on n'est pas des artistes. En fait, le design, c'est un outil. C'est un outil qui va avoir un impact sur la vie globale des gens. Et c'est un outil qui doit permettre de façonner des marques, des produits, des expériences pour les entreprises, avec un but qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est de générer de la valeur. Alors, ça peut être de la valeur financière, ça peut être de la valeur émotionnelle, ça peut être de la valeur affective, ce qu'on veut, mais voilà. Il faut qu'il y ait une raison d'être, en fait, quand on travaille sur un design. Le meilleur design, en général, le succès du branding, c'est quand on allie raison d'être et utilité. Il y a un but derrière tout ça. Un but aussi bien économique que sociétal, que psychologique, mais il y a un but. Même d'ailleurs pendant les études, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment regarder, parce qu'un bon designer n'est pas un bon designer que s'il a bien compris que le volet stratégique est au moins aussi important que la partie design. De manière très simple, en fait, le branding, c'est une sorte d'outil de transformation par le design qui va permettre de créer des marques, des entreprises qui vont interagir avec les gens, avec le monde qui nous entoure. Très tôt, je me suis rendu compte que j'aimais le dessin et j'adorais les mangas, etc. Donc j'ai commencé avec ça en fait. Et les années passant au collège, lycée, à un moment je me suis dit bon, c'est quand même vraiment ce que tu as envie de faire. Enfin, en tout cas quelque chose qui est lié au design, au dessin, de manière générale. J'avais des cours d'art plastique au lycée et en discutant avec mon prof, il m'a dit écoute, moi je te recommande d'aller à Créapôle parce qu'ils ont une formation qui est en fait assez généraliste. Tu vas toucher à tout, en tout cas la première année, et après tu pourras te spécialiser. Comme tu n'as pas une idée ultra précise de ce que tu veux faire, tu sais juste que tu veux étudier dans le design, va là-bas, fais au moins ta première année, et ensuite tu verras, ça te donnera probablement une idée un peu plus claire de ce que tu peux faire. C'est ce que j'ai fait, et ça m'allait très bien, parce qu'en effet la première année, on voyait un peu tous les différents aspects du design, aussi bien sur la com visuelle, sur le transport, sur le produit, sur la mode, sur l'archi d'intérieur. Donc je m'étais un peu mis en tête assez rapidement en fait, dès la première année de vouloir faire du design de transport. Mais je me rendais compte aussi pendant les ateliers que j'étais attiré par tout ce qui était com visuel. J'ai quand même choisi de faire transport, mais en fait en faisant que ça, je me suis rendu compte que c'était trop et que c'était finalement pas ce que je voulais faire. Et donc j'ai eu le temps de switcher pour passer en com visuel, ce qui me correspondait beaucoup plus. Je pense que ce que j'ai préféré, c'est le fait que très rapidement, les projets qu'on fait en cours sont des cas réels, ou en tout cas sont traités comme des cas qu'on va avoir dans la vie active, auxquels on va être confronté dans la vie active, comme des vrais projets. Et je pense que cette approche est très bonne, dans le sens où ça prépare déjà les étudiants à ce à quoi ils vont être confrontés dès le début de leur vie professionnelle. Cette combinaison entre l'enseignement théorique académique, qui encore une fois est la base de tout, et cette projection assez rapide dans la réalité du monde professionnel. C'est une bonne balance. Ce que les profs nous encouragent à faire, et ce qui est hyper important, c'est d'être curieux et de continuer hors les cours, à toujours continuer à s'apprendre, à s'inspirer, et je pense qu'au final, avec les stages, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important, c'est qu'en fait, il faut être curieux de tout, il faut tout le temps regarder des nouvelles choses, s'inspirer, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on apprend vraiment notre métier. C'est d'abord en regardant ce qui se fait de bien ailleurs, évidemment, et les cours c'est très bien, c'est la théorie, c'est aussi la pratique dans certains cas, mais c'est sur un temps assez limité. Il faut vraiment se rendre compte que ces années-là d'apprentissage sont cruciales, et si on n'est pas sérieux, si on n'est pas super motivé, en fait on perd juste du temps. Je parle un peu en connaissance de cause parce que j'étais assez jeune quand je suis arrivé, j'avais 17 ans en première année, donc 18 en deuxième, donc je faisais un peu ce qu'on me demandait de faire et j'allais pas forcément voir plus loin, en tout cas les premières années. On peut toujours rattraper le temps perdu, mais c'est juste que j'ai perdu un peu de temps. Et surtout qu'en plus maintenant, alors, je vais faire un peu
vieux singe en disant ça, mais c'est vrai qu'il y a 15 ans, il n'y avait pas les réseaux sociaux, où ça a commencé à peine. Il n'y avait pas tous les outils qu'il y a aujourd'hui pour les designers comme Behance, comme Dribbble, comme Pinterest même, et qui sont des sources d'informations complètement inépuisables pour les designers. Et je me dis qu'avec les outils qu'il y a aujourd'hui, mais voilà, on peut passer sa vie à continuer à s'inspirer, à regarder des nouvelles choses, et ce qui est super. Voilà, je ne peux qu'encourager à être sérieux et rigoureux dans cette, j'allais presque dire hygiène de vie, de veille et d'inspiration quotidienne. C'était hyper important. C'était très drôle, c'était chez Énergie, la radio. Et c'était mon premier stage, j'avais 20 ans, c'était au service com. On faisait à l'époque des flyers pour des soirées, des émissions, des posters. Le digital était encore à ses débuts, donc voilà, on faisait quelques bannières, des choses comme ça. Mais c'était encore assez print. Je me souviens encore aller à mon entretien avec mon book qui faisait 1 mètre sur 1 mètre, qui pesait 3 tonnes, etc. Donc bon, maintenant évidemment c'est un peu plus digital, et c'est tout sur ordi, mais ça faisait partie aussi un peu du charme. Et j'en ai un super souvenir. C'était mes premiers pas en entreprise, je venais d'avoir 20 ans, la boîte était franchement sympa, les gens étaient très cool, assez bienveillants, et on a bien rigolé pendant 2 mois, et on a bien bossé aussi, mine de rien, sur des sujets concrets. En fait, c'est surtout ça les stages, en fait, c'est que pour la première fois tu rentres vraiment dans le concret et tu travailles sur des projets qui existent ou qui vont exister. Et même si c'est des petits projets au début, évidemment, hein, quand c'est ton premier stage et que tu as 20 ans, on ne te confie pas une campagne mondiale, mais en fait tu es hyper fier et tu es hyper content de pouvoir bosser sur même un petit sujet qui va aboutir et qui va exister. Après le deuxième, j'étais au Publicis Drugstore, qui est à la fois un magasin et un resto rattaché donc à la maison mère Publicis, et ils avaient des besoins de com assez divers et variés, de promo pour le magasin, de mise à jour des menus, etc. Donc c'était très print là aussi, dans une petite équipe très sympa. C'était pas forcément les sujets les plus créatifs, mais ça m'a appris pas mal de rigueur. Pareil, j'en ai plutôt un assez bon souvenir. Et enfin le stage de 5e année, là c'était vraiment chouette. Ça va pas beaucoup parler aux plus jeunes. J'étais chez TPS, qui est une chaîne de télé qui n'existe plus, qui a été rachetée par Canal, enfin qui a fusionné avec Canal+. Et moi je suis arrivé juste avant en fait la fusion, donc c'était vraiment, ça se tirait dans les pattes dans tous les sens, donc fallait être le plus créatif possible, fallait être assez punchy dans sa communication, et donc je me suis retrouvé au service com et design de la chaîne. Sans le savoir, ça m'a vachement influencé sur la suite de ma carrière, parce que ils m'ont demandé de faire beaucoup de pubs en fait, pour promouvoir les émissions, les services proposés par la chaîne. Donc c'était vraiment axé pub. Et en fait j'ai adoré ça. Et je me suis dit en fait c'est ça que je veux faire, vraiment. J'avais 2 super maîtres de stage. Et c'était intéressant parce qu'il y en a un qui était un designer et l'autre qui était quelqu'un du marketing. Donc j'avais déjà tout de suite les 2 visions qui en général s'affrontent, mais au final qui te font progresser quand toi t'es entre les deux, et donc t'apprends de l'un et t'apprends de l'autre. Et je me souviens surtout qu'on avait une big boss qui était hyper dure et hyper exigeante, et donc ça rigolait pas, et il fallait que ce qui sorte soit de super qualité, même si c'était le stagiaire qui le faisait. J'ai passé 6 mois là-bas, j'ai énormément appris. Le service com, qui était un gros service com, était humainement absolument génial. Et 15 ans après, je suis encore en contact avec beaucoup d'entre eux, alors que j'étais à l'époque juste petit stagiaire. Et je pense d'ailleurs, pour la petite anecdote, qu'ils m'avaient organisé une super fête pour mon départ, ce qui était quand même assez sympa, donc après mes 6 mois. Et je pense que c'est peut-être la seule fois, quand je suis parti d'un endroit, où j'ai failli verser une petite larme. Donc vraiment, ça m'avait beaucoup touché, et ils étaient tous super bienveillants, super sympas, et donc j'ai un excellent souvenir de l'aventure TPS qui était cool, et qui est arrivé à la fin, puisque quand je suis parti, c'est au moment où ils ont annoncé la fusion avec Canal. Donc j'avais signé 3 mois avec Léo Burnett, il m'avait proposé de faire 3 mois de plus, et en fait j'ai eu l'opportunité d'aller chez Publicis pour voir autre chose. J'y étais, donc j'ai fait mes 6 mois de stage post-diplôme là-bas. Les 2 c'était vraiment, c'était non-stop, les stagiaires c'était un peu la chair à canon, mais c'était en même temps la bonne école. J'ai des souvenirs chez Publicis en bossant sur des compètes jusqu'à pas d'heure le soir, revenir les jours fériés, mais en fait on s'en foutait complètement parce qu'on n'avait qu'une seule envie, c'était d'apprendre et c'était de trouver un job. De toute façon c'est un métier de passion ce qu'on fait, donc quand t'as 22, 23 ans, 24 ans, t'es solide physiquement et t'as pas peur de pas beaucoup dormir. C'était une période assez excitante. Ensuite j'ai trouvé mon premier job en agence à La Chose, qui est une agence de pub, où j'ai bossé pendant 1 an.
J'étais assistant DA. Le DA a beaucoup de matières créatives à produire. Il a souvent un assistant ou une assistante qui l'aide pour faire les maquettes, les montages, un peu tout en fait, les recherches. Un des conseils les plus importants que je pourrais donner aux étudiants qui veulent faire ce métier ou ceux qui sont déjà en cursus, avec un peu d'expérience et un peu de recul, en tout cas pour moi, qui ai monté ma boîte très jeune, mon agence très jeune, j'avais 25 ou 26 ans, je le regrette pas du tout, mais avec le recul, je le ferai différemment. En tout cas, je l'aurais fait un peu plus tard. C'est-à-dire que j'aurais vraiment travaillé en agence ou chez le client, mais dans une grosse structure avec des gros process pour avoir 5, 6, 7 ans à minima d'expérience, où tu te formes, où tu apprends de gens qui sont plus expérimentés que toi, qui sont meilleurs que toi, qui vont te donner toutes les clés pour bien comprendre ton métier. Et après, pourquoi pas se lancer. Après, au final, mon agence, je l'ai eu pendant presque 8 ou 9 ans, donc l'agence a marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'aurais été probablement beaucoup plus vite, mieux, si j'avais monté mon agence un peu plus tard. Après, ça veut pas dire ne pas croire en soi et ne pas croire en sa bonne idée si on pense qu'on en a une. Il faut se lancer. Mais voilà, il faut aussi connaître un peu les risques qu'on peut avoir à se lancer très tôt. Après, j'ai eu envie de faire autre chose. L'agence continue d'exister, mais aux États-Unis seulement, à Los Angeles, donc qui se passe très bien d'ailleurs. Et donc ensuite, c'est là où je suis parti en Russie et où j'ai ouvert les bureaux de l'agence CBA, en fait, qui est une agence française de branding, qui a des bureaux dans une dizaine de pays dans le monde. Et voyant que le patron de CBA avait un esprit assez entrepreneur et que moi j'avais aussi envie d'aller à l'étranger, je lui ai proposé en fait d'ouvrir un bureau en Russie. Tout s'est bien passé et donc en fait ça s'est fait assez vite. Début 2019, et puis je suis arrivé à Moscou, à ouvrir le bureau. On a commencé à bosser avec des gros clients locaux et ou internationaux, et sur des projets très intéressants. Branding, packaging. Et même beaucoup de packaging. En Russie en tout cas, on avait réussi à se démarquer beaucoup sur le pack, beaucoup plus que sur l'identité. Quand je parle du packaging, c'est vraiment la partie créative, c'est-à-dire qu'on ne faisait pas de produit. On ne créait pas la forme du produit. Ça, c'était donné par le client et donc nous, on intervenait vraiment sur la partie créative, sur le concept créatif et la réalisation, l'exécution de ce concept créatif sur la forme du packaging. C'est deux choses qui sont quand même très différentes. Il y a des gens qui travaillent sur la forme du packaging et il y a les designers ensuite graphiques qui travaillent sur le concept créatif et sur l'exécution de ce design. Idéalement, tout le monde travaille ensemble, mais dans le monde professionnel, c'est assez rarement le cas, sachant que quand c'est avec des grands groupes, en tout cas, quand par exemple on bosse pour une énorme chaîne de supermarchés en Russie qui lance des dizaines de milliers de produits par an, ils arrivent, ils nous disent voilà, on a une nouvelle marque de shampoing, voilà la forme de la bouteille, voilà le brief, on veut que ça soit pour les femmes de 30-45 ans, mères de famille, avec un revenu moyen, vous avez 10 jours pour nous faire 3 concepts. Ça, c'est la réalité de la vie en agence. Enfin, c'est une des réalités de la vie en agence. C'est pas que ça, il y a des projets évidemment beaucoup plus long terme, mais ça peut aussi arriver qu'on ait des demandes comme ça très express, et c'est assez souvent le cas. Après, évidemment, on peut avoir des projets qui s'étendent sur aussi plusieurs mois quand il s'agit de refaire toute une identité pour une marque ou d'en créer une, où là, il y a évidemment tout un volet stratégique, parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, le design, il est réfléchi, il a une raison d'être, il a un but, et en fait, il n'y a pas de design sans stratégie. Faire du design juste pour faire joli, encore une fois, on n'est pas des artistes, c'est pas le but, ça n'a aucun intérêt. Et au final, votre design sera probablement mauvais. Il sera peut-être joli, mais il sera mauvais. Parce que s'il n'y a pas de stratégie en amont, vous n'irez jamais dans la bonne direction. Ça s'applique particulièrement quand on bosse en branding, quand on crée ou quand on rebrande une marque. Il faut savoir pourquoi on le fait et il faut savoir où on va. Et d'où l'importance évidemment du volet stratégique du projet en amont. C'est une super expérience de vie, de professionnel, les deux. C'est découvrir un nouveau pays à 35 ans, une nouvelle culture, c'est assez chouette. L'agence de la France, pour nous c'est pas très loin, hein. Moscou c'est 3h30 de vol, donc c'est pas non plus super loin, mais on n'est plus en Europe du tout. On est vraiment ailleurs, et c'est d'ailleurs ce que je recherchais
avoir un bon dépaysement culturel, et ça, pour ça, je l'ai eu. Tout se passe à l'international, et c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'être bilingue anglais le plus tôt possible, parce que ça va vous servir d'une manière ou d'une autre. Même l'aspect managérial, l'aspect social quand on vit dans un autre pays, et même ne serait-ce que pour l'ouverture d'esprit aux autres cultures, et pour le design aussi, ça s'applique à tout, ça aide bosser votre anglais. La meilleure manière, c'est d'aller passer 2-3 semaines en Angleterre en immersion. Sinon, un petit tips comme ça pour s'améliorer, regarder des séries, des films en anglais avec les sous-titres en anglais. C'est le fait d'écouter et de parler qui fait qu'on s'imprègne d'une langue et qu'on l'apprend assez vite. Je vais travailler chez Pepsi, qui en fait a eu la volonté, il y a 10 ans déjà, d'internaliser son design, donc a créé des design centers un peu partout dans le monde. Et donc en fait, je vais prendre la direction du design center de l'Europe de l'Est, qui est basé à Moscou. Et donc on va gérer toutes les marques du groupe, parce que Pepsi, c'est pas juste Pepsi, c'est pour les grandes marques internationales, les chips Lay's ou Doritos, Pepsi évidemment, Lipton. Enfin voilà, il y a plein de grosses marques internationales, mais aussi il y a plein de marques locales. Et quand on dit local, c'est soit régional, l'Europe de l'Est, soit local par pays. Ça peut être la Russie, ça peut être les pays baltes, ça peut être la Turquie, ça peut être la Grèce, parce que la dénomination Europe de l'Est est assez large. Ça représente une quinzaine de pays, une vingtaine de pays, et ça va de la Turquie à la Lettonie au nord, ou en passant par le Kazakhstan ou l'Ouzbékistan plus à l'est, et évidemment avec le gros noyau de la Russie. C'est un gros bout. Et en fait, le Design Center de l'Europe de l'Est de Moscou est le deuxième plus gros après celui du quartier général qui est à New York. Et donc voilà, je prends la direction du design de cette entité, et donc à gérer la cinquantaine de marques du groupe, donc aussi bien international que local, pour le marché de l'Europe de l'Est en fait. Donc ça veut dire superviser une équipe de 45 personnes, designers, qui travaillent sur l'ensemble des marques du groupe. Ce qui est intéressant aussi, parce que évidemment c'est une très grosse structure Pepsi, en interne en fait on va être confronté aussi à travailler main dans la main avec les services business, les services marketing, les services stratégie, les services recherche et développement, parce que qui dit nombre de marques important dit nombre de typologies de projets assez différentes et assez importantes, et ça va d'une simple extension de marque pour un produit à un rebranding total d'une marque déjà établie, ou par exemple la création d'un nouveau packaging. Donc, là je parle même de la forme, donc on va travailler avec des designers produits, des ingénieurs de la R&D, de la recherche et développement, voilà. Donc, tout un tas d'interlocuteurs assez différents, assez variés, une grosse équipe. Elle va être divisée en 3 parties, je pense, principalement. Je dois contrôler l'ensemble des créations qui sont faites avec les équipes, et donc faire des réunions, même informelles, pour valider, commenter, réorienter le design en fonction des créations qui sont présentées. Il y a tout un volet réunion avec les autres interlocuteurs de l'entreprise, donc très souvent les gens des business units et du marketing, à qui en fait tu présentes ce que le département de design a fait, ou auprès de qui tu vas recevoir et concevoir un brief quand il y a un nouveau projet qui arrive. Donc ça, c'est les interactions classiques de réunion que tu vas avoir avec le marketing, pour faire simple. J'ai aussi une partie plus financière, économique, où je dois présenter les résultats du département au global chez Pepsi, mais aussi où je dois faire des présentations des résultats créatifs du département design. Tous les trimestres, je crois qu'il y a une espèce de grande présentation au global où on montre un peu ce que le département design a fait, les meilleurs projets, etc. etc.